Bonsoir à toutes et à tous pour ce talk, pour cette masterclass Protagoras, avec aujourd'hui deux invités. Donc je vais d'abord présenter notre invité qui nous fait d'abord l'honneur de venir et de franchir les océans, enfin simplement la Manche, mais en tout cas pour venir nous parler de son dernier livre, Charles de Velaine, donc, qui est professeur à l'université de Kent, et qu'on a déjà eu l'occasion d'inviter d'ailleurs il y a maintenant 2 ans pour son précédent ouvrage sur les Gilets jaunes, qui est donc aussi, je pense, toujours en ligne sur notre site, sur notre page YouTube. Donc c'est une conversation qui s'est faite pendant le Covid, donc on était effectivement sur Twitch à ce moment-là. Et qui nous parlera aujourd'hui de son nouveau livre, son nouvel ouvrage, le régime Macron, qui n'est pas... je ne vais pas faire de jeu de mots déjà à ce stade de la soirée, mais qui est effectivement une critique de l'art de gouverner, on pourrait dire, avec une série, bien sûr, d'incursions dans la philosophie politique, puisque on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître, donc on va se tutoyer, puisqu'on n'a pas cette hypocrisie télévisuelle qu'on doit respecter. On est effectivement. Ne te tourne pas vers moi quand tu dis ça, c'est désagréable. Je te présenterai après. Et donc, effectivement, donc tu as effectivement cette expertise dans la philosophie politique, ce que tu enseignes à l'université de Kent. Et donc là, on va parler bien sûr de ces années Macron, du macronisme. On va tenter de définir tout ça. Et puis, en sparring partner, donc pour te challenger. Ça veut dire parce que je suis quand même assez d'accord avec toi dans l'ensemble. Non, mais il fallait pas le dire. Pas surtout. D'accord. Donc Philippe Moreau-Chevrolet, qui est tout d'abord mon complice à Sciences Po Paris, avec lequel j'enseigne depuis quelques années, et qui est un expert, là aussi en communication politique, qui est un consultant, un conseiller qui préside une agence de communication et de conseil MCBG, conseil, et qui a l'habitude de travailler avec des dirigeants, y compris probablement dans la sphère élargie du macronisme. Donc je pense que là, il y a une expertise aussi, ou en tout cas une connaissance de ce biotope particulier, et qui a bien sûr lu l'ouvrage de Charles de Velaine et qui a spécifiquement insisté, non pas pour être présent, parce que c'est un honneur qu'il nous fait puisqu'il vient un jour de grève de Paris, mais surtout pour interagir avec nous et pour poser une série peut-être de questions, voire de formuler des remarques. Oui, il n'y a que depuis l'étranger qu'on a des livres intéressants sur Emmanuel Macron qui ne sont pas simplement son histoire d'amour avec Brigitte, mais des analyses sur l'évolution du régime et sur ce que ça veut dire profondément. Nous, on est trop dedans pour avoir vraiment... voilà. Et Charles étant à l'étranger, a l'immense privilège d'avoir un peu de recul sur ce qu'on est en train de faire collectivement. Il n'est pas encore en exil, comme Victor Hugo. Non, c'est pour 2027, voilà. Peut-être pour plus tard. Donc, on va directement commencer. Alors, simplement quelques éléments pratiques. Donc, nous sommes en direct sur Twitch, ce qui veut dire aussi que les personnes peuvent interagir, poser des questions. On va d'abord donner la parole à Charles pour qu'il puisse présenter son ouvrage et surtout tenter de résumer les idées, les arguments principaux pour permettre de lancer la conversation. Et puis, bien sûr, on aura un échange entre nous et on espère bien sûr avoir un échange avec les personnes qui sont présentes ici à l'IEX dans le cadre de cette masterclass Protagoras et les personnes éventuellement en ligne aussi qui ont des questions, je l'espère en tout cas, notamment nos étudiants à Paris qui peut-être sont en train de nous regarder et de nous juger. Donc Charles, première chose... pourquoi un livre sur Emmanuel Macron après les Gilets jaunes? Est-ce que c'est une obsession Un petit peu quand même. Je pense que c'est une obsession de ma part parce que c'est deux revers de la même médaille en fait. Les Gilets jaunes et Macron vont ensemble. Donc ils ont quand même pas mal de choses en commun et sans Macron, on n'aurait pas eu les Gilets jaunes. Donc j'ai commencé par les Gilets jaunes. Mais j'avais toujours l'espoir, on va parler d'espoir, j'avais toujours l'espoir d'écrire un livre sur Macron. Et en fait, il y a un peu un accident de l'histoire qui s'appelle le Covid, ou la Covid, je ne sais plus comment on dit en français. J'ai pas beaucoup l'occasion. Je préfère le Covid, mais je sais que c'est la Covid. Et en fait, je voulais écrire une biographie du baron d'Holbach, qui est un de mes auteurs préférés du XVIIIe siècle. Mais malheureusement... J'étais à la Bibliothèque nationale à Paris en février 2020 et j'ai dû rentrer.
Donc, j'ai pas pu continuer mes recherches à la Bibliothèque nationale. Et je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et ben, le livre sur Macron, c'était évident pour moi. C'était évident, il fallait l'écrire avant 2022, donc j'ai pas eu énormément de temps pour y réfléchir. J'ai fini mon livre sur les Gilets jaunes et je me suis lancé dans cette entreprise sur Macron. Et ce que je voulais savoir, en fait, c'était quelle était son idéologie. Puisque, comme tu as très bien résumé, moi, je suis intéressé par l'histoire des idées en particulier et la manière dont les idées se développent et changent à travers des régimes politiques. Et j'étais en train de vivre l'histoire, comme nous tous. Et je voulais écrire une histoire du présent, une histoire de ce qui était en train de se dérouler devant mes yeux. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce livre sur Macron. C'est une histoire du présent. Et ça a été atypique, mais ça a été quelque chose que je pouvais faire parce que la plupart des données dont j'avais besoin étaient en ligne. Donc je pouvais le faire pendant le Covid aussi. Donc c'est vraiment, il y avait un aspect très pratique. Il fallait que j'ai accès à ces données. Elles devaient être en ligne, elles devaient être accessibles depuis la Grande-Bretagne, et elles devaient aussi être intéressantes. Donc, et je pensais que j'avais quelque chose à dire. Donc je savais très bien, à travers mon travail sur les Gilets jaunes, qu'il y avait un aspect très sécuritaire par rapport au régime de Macron. Donc je savais que j'allais développer cet aspect sécuritaire. J'avais pas mal travaillé sur la philosophie de Michel Foucault, qui avait beaucoup parlé de sécurité pendant ses cours au Collège de France dans les années 70. On dit 70 ici, dans les années 70. Et donc je voulais travailler là-dessus. Donc l'aspect sécuritaire, je connaissais ça. Donc c'est en fait le deuxième chapitre de mon livre. C'est le chapitre sur la sécurité. Mais je ne savais pas trop ce qui allait venir après. Donc ce qui est venu après, c'était vraiment le fruit de mes recherches et le fruit de cette espèce d'archéologie, pour reprendre un terme foucaultien, cette archéologie du régime Macron. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui avait permis à Macron d'accéder au pouvoir, de révolutionner le système des partis politiques en France, puisque quand même le Parti socialiste qui était au pouvoir jusqu'en 2017, il faut se rappeler, 2017, c'est pas il y a si longtemps que ça, a fait 2% en 2022 aux élections présidentielles. Passer d'un parti au pouvoir à 2%, c'est quand même une chute faramineuse. Donc je me posais cette question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a permis à Macron d'arriver au pouvoir? Et puis il y avait des livres très intéressants aussi en Grande-Bretagne, par exemple Chris Bickerton qui écrit un livre sur le technopopulisme. Je sais qu'il vient d'ailleurs, il vient à Bruxelles, il vient à l'ULB dans quelques mois, j'ai vu ça sur Twitter. Donc si vous êtes intéressé par sa thèse sur le technopopulisme, c'est très intéressant. Et j'avais discuté de ça avec Chris. Et on s'était dit, oui, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire sur Macron, sur son idéologie. Donc j'ai commencé avec la sécurité, et puis je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis après, il y a toutes les macronades. Donc on part des macronades, et on se dit, qu'est-ce qu'il nous dit sur lui-même, sur la société française, sur la manière de réformer la société française? Et on se pose cette question, et on se rend compte qu'en fait, un des aspects les plus importants de son idéologie, c'est l'idéologie du mérite. Et donc, je suis parti en deuxième étape, après la sécurité, je suis parti sur l'idéologie du mérite. Et je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que c'était de mettre en avant une politique du mérite pour le futur de la France, pour le futur de la Belgique, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, des pays occidentaux. Et donc, j'ai travaillé un peu là-dessus aussi. Il y a un philosophe américain que j'aime beaucoup, Michael Sandel, qui a écrit un livre sur le mérite il y a quelques années, que j'ai pas mal utilisé. Ça m'a permis de revisiter les thèses de Max Weber sur le mérite. Et en fait, ce que j'ai trouvé qui était très intéressant, c'est qu'on entre dans le domaine de la théologie avec Macron. Et c'est quelque chose que je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas en commençant mes recherches sur Macron, à vraiment rentrer dans ce domaine de la théologie. Et on se rend compte que pour lui, c'est très important. Il s'est converti lui-même au catholicisme. Il venait d'une famille laïque, si pas athée. Et il s'est converti à un très jeune âge au catholicisme. Et c'était important pour lui de parler de foi, de parler de ses croyances religieuses. Depuis, il se dit agnostique. Donc,
il a fait une espèce de volte-face. Mais la théologie est toujours importante pour lui. Et il y a des concepts en théologie qui sont importants, comme la notion de vocation, par exemple. On en parlait hier avec Nicolas autour d'un dîner en parlant de la vocation d'enseignant, puisque quand on est enseignant, souvent c'est par vocation qu'on fait ça. C'est surtout pas pour gagner beaucoup d'argent, puisque ce serait assez irrationnel comme décision. Mais c'est par vocation, parce qu'on aime enseigner, on aime partager nos idées, on aime partager les connaissances, on aime pousser les gens à être critiques et à nos étudiants à penser un peu en dehors des systèmes qu'on peut avoir accès sans avoir des études supérieures. Et donc, je me suis vraiment posé cette question du mérite. Et en passant par Weber, je pense que on peut en parler après, mais je pense que j'ai trouvé quand même cet aspect très important de la théologie dans la philosophie de Macron. Ce qui m'a poussé au troisième volet. Et le troisième volet, c'est l'espoir. Donc, le troisième volet de l'idéologie de Macron, c'est l'espoir. Et encore une fois, je ne m'y attendais pas en commençant mes recherches. Mais je me suis rendu compte qu'il parlait tout le temps d'espoir. Et que même dans son livre Révolution, qui est sorti en 2016, qui était donc en fait un manifeste pour son programme politique, il n'y avait pas vraiment le mot espoir. Il apparaît 2-3 fois dans le livre, mais c'est pas vraiment pas de manière poussée. Mais l'espoir était partout. En fait, il parlait pas d'espoir, mais l'espoir était partout. Et cette notion d'espoir est très importante puisqu'elle nous fait penser au futur. L'espoir, c'est selon Spinoza, c'est penser soit à quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais dont on n'a pas la connaissance, soit penser au futur. Et je donne un cours sur le futur à l'université de Cannes, qui est très intéressant. Et on se pose souvent la question, comment est-ce qu'on essaye de prédire le futur? Donc on ne prédit pas le futur. Voilà, je n'ai aucune prétention à prédire ce qui va se passer. C'est du jacatalisme, en fait. Du jacatalisme. Oui, prédire le futur, généralement, c'est la futurologie. D'ailleurs, parce qu'on est proche de Macron aussi, c'est la sphère. C'est les débuts, en fait. Hein. Tu en parles dans ton livre, d'ailleurs, avec son expérience. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que le futur est incertain, mais l'espoir nous donne cette espèce d'affection par rapport à ce qui peut se passer dans le futur. Et Macron nous a donné, français, nous a donné espoir. Il nous a dit il y a une manière de sortir la France de cette espèce de sclérose du hollandisme, sclérose des républicains, sclérose des partis politiques de droite et de gauche. Et c'était l'espoir d'un nouveau futur. Le « en même temps » de Macron, le « ni de droite ni de gauche » ou « et de droite et de gauche ». Et cet espoir, c'était d'avoir quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau dont on pouvait construire pour l'avenir. Alors, bon, ma thèse, pour finir mon introduction, ma thèse, c'est que, c'est le titre du livre aussi, hein, c'est que c'est la nouvelle droite, en fait. Avec Macron, on n'est pas du tout passé du en même temps à une espèce de transcendance de la droite et de la gauche, mais que ce qu'on a, en fait, c'est une nouvelle version de la droite française. Donc j'utilise un peu des théories historiques donc, par rapport à d'où vient la droite française, en particulier au XIXe siècle. Et au XIXe siècle, on voit qu'il y a plusieurs versions de la droite française qui existent. Hein. Donc il y a la droite de 1815 après Napoléon, il y a la droite de la Révolution de Juillet, il y a la droite de Napoléon III. Donc c'est 3 droites différentes. Mais en fait, ce qu'on a, c'est une recomposition de ces 3 droites dans une nouvelle 4e droite avec Macron. Et cette 4e droite, elle vient bien plus d'une inspiration, on dirait, anglo-saxonne. Donc moi, je suis bien placé pour l'avoir vécu. Ça fait 20 ans que je vis en Angleterre, donc je connais bien. Et c'est un peu plus la droite de Margaret Thatcher que la droite de De Gaulle, en fait. Donc on est vraiment dans une nouvelle alternative, dans une nouvelle version de la droite qui n'est plus la droite des Républicains, qui n'est plus la droite gaulliste, qui avait déjà été attaquée. On peut parler des détails. Hein, c'est pas, ça avait été attaqué avec Sarkozy, par exemple. Sarkozy était déjà passé un peu outre le gaullisme. Donc c'est une érosion qui s'est passée au fil du temps, qui a pris des décennies. Pour moi, le début, c'est 1983.
Le début de l'histoire de Macron, c'est 1983. On peut en parler. C'est pas seulement l'année de ma naissance, c'est aussi l'année du tournant libéral de Mitterrand. Et donc on voit que en fait la gauche française prend un virage vers la droite et qu'elle ne revient pas. Elle ne revient pas de ce virage vers la droite et que petit à petit son électorat change. Et quand son électorat change, le message change. Et on passe d'une gauche qui est en 81 beaucoup plus proche des idéaux communistes à une gauche en 2017 qui n'y ressemble plus. Voilà. Et donc la gauche a viré vers la droite et Macron a récupéré ce qui est resté en fait de cette gauche et l'a transformé en nouvelle droite. Donc, pour l'introduction, je crois que ça suffira, mais on peut parler des détails. Alors, je ne sais pas si le micro fonctionne, mais donc en somme, il y a différentes finalement de grilles de lecture, et ce qui est intéressant, c'est je trouve en tout cas très original dans ce livre, c'est cette grille de lecture quasi religieuse, effectivement, que tu as évoquée, avec est-ce que l'agnosticisme est en même temps de la foi, je ne sais pas, mais en tout cas cette idée qu'il y a une prédestination. Et alors l'espoir, moi j'ai tout de suite pensé, parce que Hope, tu l'as écrit le livre bien sûr en anglais, est-ce qu'on n'est pas dans l'espérance, parce que l'espérance religieuse, on sait que il y a une dimension peut-être plus mystique, et dans les conclusions de ton chapitre sur l'espoir, effectivement, il y a cette notion de prédestination qui revient. Donc, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et puis, bien sûr, l'évolution. Alors là, c'est évident, je me tourne vers Philippe Moreau-Chevrolet, qui a d'ailleurs contribué à un documentaire très récemment là, sur la fin du PS. La fin du PS. Parti socialiste français. Et alors évidemment, cette évolution dont Charles parle avec le tournant de 83 qui est souvent rappelé. Enfin, il y a les deux, je pense que les deux marqueurs, c'est 83 avec, il y a aussi un changement de Premier ministre, et enfin, on ne va pas revenir là-dessus, et aussi Maastricht, là, on est dans les années 90, les années 90. Et donc, voilà, est-ce que pour toi, pour challenger directement Charles, est-ce qu'on se situe effectivement dans une grille de lecture ou dans un clivage gauche-droite traditionnel, avec effectivement une nouvelle droite qui émerge, avec cette idée d'une quatrième droite, en l'occurrence, d'ailleurs tu fais des rapprochements avec Obama, il y a quand même une évolution intéressante aussi à ce niveau-là, ou alors est-ce qu'on est dans autre chose, est-ce qu'on a une mort, un crépuscule de la gauche française, avec effectivement la gauche zombie qu'on a parfois évoqué aussi dans certains commentaires, et avec l'émergence d'une autre force politique plutôt libérale, un axe libéral, sachant, comme le disait hier aussi, que le libéralisme n'a jamais eu bonne presse en France. Donc il y a eu un parti libéral. Libéral, c'est plutôt une insulte en France. Là où effectivement, je dirais le terme est compris et utilisé de façon totalement différente du côté anglo-saxon, enfin dans l'espace linguistique anglo-saxon. Donc voilà, est-ce qu'on se situe est-ce que tu es d'accord avec cette thèse ? Moi, ce qui m'a intéressé dans le livre de Charles, c'était la notion de populisme et l'association du populisme avec Macron, qui est une analyse très anglo-saxonne, qui n'est pas du tout pensée en France. C'est-à-dire qu'en France, si vous dites que Macron est populiste, on ne va clairement pas vous comprendre. Mais elle est assez logique d'un point de vue anglo-saxon. C'est juste le fait que Macron utilise des techniques populistes et a une logique ou un fond populiste qui ne le définit pas dans son identité, mais qui le définit dans sa pratique. C'est quelqu'un qui va être capable d'utiliser, de mobiliser le en même temps, typiquement. Ce sont des rhétoriques qu'on trouve dans d'autres régimes à d'autres moments pour des outils de conquête de pouvoir qui, en fait, ont du mal à subsister dans la pratique gouvernementale. Après, pour répondre à la question, moi, j'en sais rien, ça dépend beaucoup de 2027. Il y a deux écoles. Il y a l'école Sarkozy. Sarkozy, en gros, s'appuie sur Macron, fait une alliance avec lui parce qu'il se dit que la droite traditionnelle va récupérer le macronisme une fois que Macron sera parti, ce qui est une hypothèse qui se tient. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, en 2027, la droite va récupérer le macronisme, Macron va aller, je sais pas, faire des conférences à Dubaï ou faire autre chose, et puis nous, on va reconstruire. Et je pense que ça, c'est une stratégie extrêmement intelligente. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est plutôt bien pensé. Après, ce qui peut se passer, c'est Marine Le Pen au pouvoir, qui est un petit peu ce que le bookmaker donnerait en ce moment le plus. Tous les analystes sont à peu près d'accord pour dire qu'en l'état actuel des choses, il va se passer beaucoup de choses, donc il ne faut pas s'affoler, mais
en l'état actuel des choses, si l'élection avait lieu demain, on serait quand même avec elle au pouvoir avec une bonne probabilité. Si c'est elle qui parvient au pouvoir, à ce moment-là, on a une situation qui est complètement différente. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire qu'Emmanuel Macron a recomposé la droite. Ce sera extrêmement difficile. On pourra dire que Gérald Darmanin devient ministre de Marine Le Pen. On sera très surpris. Mais ce sera une recomposition entièrement différente. Donc c'est difficile pour l'instant de répondre à cette question. Et c'est ce que je trouve intéressant dans le livre, c'est qu'on observe que Macron va vers la droite. Donc tu as entièrement raison. Il a amené, il a pris, enfin, il est plutôt le produit de son époque si on est foucaldien que la cause. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, il est le produit d'une partie de la gauche qui a décidé après les années Hollande qu'il fallait maintenant devenir très pragmatique, que lui, il était plutôt pas mal et qu'on allait aller vers la droite gentiment, mais on va pas vraiment l'assumer complètement. 90% de mes amis qui étaient à gauche et qui maintenant défendent Macron, enfin un peu moins en ce moment, se définiraient pas de droite, toujours pas. Donc, mais quelque part, maintenant, ils sont un petit peu plus libres d'être de droite. Donc c'est un petit peu difficile à expliquer, mais ça a été un sas, une façon de passer à droite pour une partie de la génération des 30-50, qui ont vu cet outil-là, qui se sont dit, tiens, je vais m'appuyer sur lui, il va m'aider à passer à droite, mais ce sera dans la douceur, on va dire. Sans trop de reniement, d'une manière assez positive, parce qu'en fait, l'image que vous renvoie le macronisme, c'est, au fond, vous êtes de gauche, vous adhérez à certaines valeurs. Moi, je suis plutôt de droite. Macron, c'était comme un terreau qui était assez conservateur à la base, mais on va trouver un terrain d'entente parce qu'on va moderniser la société française, on va se mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs. Au fond, le PS, c'était comme moi, mais en plus bordélique, donc je vais mettre de l'ordre. Et puis, je viens du PS par ailleurs, donc ça lui a permis de récupérer beaucoup d'énergie et de cadre du Parti socialiste. Et puis, on va composer un avenir désirable avec tout ça, qui va être en gros un avenir LinkedIn. C'est là que ça rejoint le technopopulisme. C'est-à-dire qu'en gros, si vous regardez la façon de parler d'Emmanuel Macron, si vous regardez ses formules, si vous regardez sa dynamique, vous êtes dans un univers LinkedIn. C'est non agressif, c'est gentil. Vous ne pouvez pas vous opposer à un post LinkedIn, c'est extrêmement compliqué quand même. Donc c'est un lieu où il y a moins de haine qu'ailleurs. C'est un lieu désirable parce que vous avez tous envie de réussir. Ça suppose quand même qu'il y ait des gagnants et des perdants, mais les perdants, on ne les voit pas sur LinkedIn. Et c'est techno, c'est-à-dire que LinkedIn, c'est une communauté qui s'améliore sans arrêt, qui est dans une idéale de progrès. Donc on est dans du positif, dans la fabrication d'un langage aussi nouveau. Il y a une novlangue que tu étudies très bien dans le livre, la novlangue d'Emmanuel Macron, qui est tout un vocabulaire. Tu cites Raphaël Llorca, qui est un penseur français intéressant, qui dit... En gros, il y a une neutralisation du langage chez Emmanuel Macron, qui est intéressante, qui correspond à la neutralité axiologique, c'est-à-dire qu'il y a une neutralité, et il dit cette neutralisation est une arme politique, ce qui est globalement assez vrai, puisque, comme tu le décris très bien dans le livre, les 5 ans qu'on a passés avec Emmanuel Macron étaient des années de non-politique. En gros, on n'a pas fait de politique pendant 5 ans. On a regardé Emmanuel Macron faire de la politique. À un moment donné, on en a eu marre de regarder, on s'est énervé, et Emmanuel Macron a répondu en venant nous expliquer pourquoi on avait tort de s'énerver. Mais on n'a pas fait de politique. Là, on recommence à en faire en ce moment. Et c'est là où ça devient incertain, c'est que tu as eu raison pendant 5 ans, mais maintenant, on est face à un truc dont on ne sait pas très bien où il va aller. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est difficile de prévoir l'avenir pour le coup. Et c'est difficile de répondre à la question, parce que la question, on y répondra en 2027. Et sur le libéralisme il a toujours été minoritaire en France si on parle du libéralisme économique. Moi, j'ai conseillé des libéraux économiques de droite, je ne partage pas leurs valeurs, mais je les conseille, qui sont des gens de droite. Ils sont ultra minoritaires dans le pays. Il n'y a pas une majorité de Français qui souhaitent la fin des services publics, la privatisation des retraites, l'hôpital payant, personne. Mais c'est bien une grosse partie du programme d'Emmanuel Macron, de ce qu'il fait. Mais par contre, dans le discours, pas du tout. Ouais, je suis l'avocat de mes clients, parfois on défend des clients, dont on est l'avocat, donc voilà, je ne ferai pas ce qu'ils font, mais je les défends. Charles ? Oui, sur le libéralisme, je pense que c'est mon avantage d'être en Angleterre, puisque nous, c'est complètement assumé. Le libéralisme a été complètement assumé du point de vue anglo-saxon. Donc toute la littérature, même la philosophie politique du XXe siècle, à partir de John Rawls en 1971, quand il publie A Theory of Justice, c'est le libéralisme qui s'assume. Et ce libéralisme qui s'assume, il s'assume encore plus à la fin de la guerre froide. Puisqu'à la fin de la guerre froide, il y a Francis Fukuyama, qui dit que c'est la fin de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, Fukuyama, avec la fin de l'histoire ? Il veut dire que, en fait, c'est la fin de la politique. Puisqu'il dit, on a gagné. Le libéralisme a gagné.
le communisme, c'était de la merde, donc on a gagné. Voilà, c'est bon. Maintenant, on a gagné. Maintenant, l'histoire a fini. Hein. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus que des technocrates qui peuvent nous aider. Hein. Puisqu'il n'y a plus vraiment de questions politiques. On ne se pose pas la question qu'est-ce qu'on va faire pour notre avenir, quels sont les choix démocratiques qu'on a en face de nous. Tout ce qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut être des meilleurs managers de la sphère politique. Et quand on se pose cette question-là, on rentre dans le technicisme au moins, sinon le technopopulisme. Donc ça, c'est la première version, c'est quand on n'a plus de politique, on n'a que de la technique. Comment est-ce qu'on peut gérer la société? Donc un exemple très clair, c'était la taxe sur l'essence en 2018 qui a commencé le mouvement des Gilets jaunes. C'est complètement rationnel d'un point de vue technique. Voilà, l'essence, ça pollue. C'est pas très vert, c'est pas très bon pour la planète. Les gens conduisent trop vite, donc on réduit la vitesse sur les routes nationales de 90 à 80 km/h. Il y a moins de morts sur les routes, c'est parfait. Hein. Sauf que quand on vit dans le Lot, dans ma région ancestrale, si on n'a pas de voiture, on fait rien. Si l'essence coûte 10 centimes d'euros de plus au litre, on va moins loin, on ne peut plus amener ses enfants à l'école, on ne peut plus aller faire ses courses, on ne peut plus rien faire. On est vraiment coincé dans cette diagonale du vide. Si vous connaissez un peu ce terme, je crois que c'est Christophe Guilluy qui parle de ça, de cette diagonale du vide. Guilluy, oui. Et il montre qu'en fait, il y a du nord-est de la France au sud-ouest, il y a une diagonale qui traverse la France où la population est très faible. Et dans ces régions de la France, mais vraiment plus que périphérique, sans voiture, on ne fait rien. Donc quand on n'a pas de voiture, c'est pas comme quand on vit à Londres ou à Bruxelles ou à Paris, où il y a des transports publics, il y a des alternatives. Là, on ne fait plus rien. Et donc, effectivement, il y a une colère, cette colère des Gilets jaunes, qui est ressortie. Et c'est pour ça que je dis que c'est le revers de la médaille, en fait. Parce que les Gilets jaunes, c'est une réaction populaire au technopopulisme. Quand on dit, voilà, il n'y a plus d'alternative, c'est la phrase de Thatcher, there is no alternative. Quand il n'y a plus d'alternative, il n'y a plus de politique, on gère du mieux qu'on peut les politiques publiques et on ressort de l'autre côté avec des conséquences qu'on n'avait pas pensées, puisque quand on vit à Paris et qu'on est ministre, on ne pense pas aux lotois qui doivent aller acheter leur pain en voiture. Voilà, on n'y pense pas, quoi. Donc, forcément, on est dans une logique qui n'est pas en fait post-politique, hein, contrairement à ce que Fukuyama voulait penser. Hein. On n'est pas à la fin de l'histoire. On est à la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est fini. Hein. Cette période où il n'y avait plus de politique, elle est finie. Hein. Mais lui-même a acté la fin de l'histoire. Ouais. Dans son dernier bouquin, où il parle de identity politics, donc du tournant à gauche, cette fois-ci aux États-Unis plutôt, et qui, avec des valeurs sociétales en fait, qui sont mises en avant, et notamment les groupes minoritaires, la place de l'identité finalement dans le logiciel progressiste qui évidemment est évidente dans l'évolution du Parti démocrate. Donc, mais c'est intéressant puisque finalement il explique aussi que personne ne m'a compris. Vous ne m'avez pas bien lu, en tout cas vous n'avez pas lu la fin de mon livre qui finalement était un petit peu moins optimiste que vous le pensez. Donc c'est comme le dernier homme nietzschéen dont tu parlais effectivement aussi dans ton livre, qui est plutôt une mauvaise nouvelle. Mais pour revenir justement sur cette notion de technopopulisme, qui est quand même un peu le mot qui fait bien d'ailleurs sur la fiche. Comment tu le définirais ce terme ? Voilà. C'est une bonne question. Alors, donc, je partirai de cette définition du post-politique. Donc, on pense être à la fin de l'histoire, que finalement, il n'y a plus vraiment de droite ou de gauche, on n'a plus que des versions un peu différentes de la même gestion de la société. Donc ça, c'est l'aspect technique. En France, c'est des gens qui sortent de l'ENA, qui sont de Sciences Po Paris, l'ENA, et qui gèrent une grosse partie de la politique. Il y a les Macron Boys aussi, donc ils sont aussi sortis des grandes écoles. Je pense à HEC, je pense à d'autres grandes écoles des études poussées en France. Et c'est cette société du mérite. Donc on sort surdiplômé de ces énormes écoles qui sont excellentes. Hein.
Il y a pas personne ne dit que on n'apprend pas des choses bien dans ces écoles. Mais c'est pas ça la politique. La politique, c'est quand même l'art de convaincre, au moins en démocratie, ses concitoyens, que notre vision du monde est meilleure que celle des autres. Et quand on a quasiment la même version, je pense qu'on va avoir des élections là en Grande-Bretagne d'ici peu, voir la différence entre Labour et les Conservatives, il faut être doué, hein, parce qu'il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Donc forcément, on est dans une optique où les partis traditionnels du pouvoir, surtout dans un système comme la Grande-Bretagne où les partis sont assez figés, ou les États-Unis où ils sont assez figés, c'est assez difficile de voir la différence entre les partis. Donc on pense qu'on n'est plus en politique. On pense qu'il n'y a plus de politique puisqu'il n'y a que quelques petits détails de différence entre les partis. Mais en fin de compte, on se rend compte que la politique, elle continue. C'est juste qu'elle continue plus dans les partis, elle continue hors des partis. Et c'est l'exception française là qui est intéressante. Et c'est pour ça que Macron est si intéressant aussi. Parce que, contrairement à la Grande-Bretagne et aux États-Unis où c'est business as usual et on continue à faire la même chose qu'on a fait pendant 40 ans, en France, il y a eu un changement réel. La politique a changé. Ça a été un tsunami 2017 pour la classe politique française. Les parlementaires à l'Assemblée nationale ont perdu leur travail. Et 3/4 de l'Assemblée nationale, c'était des novices. Et donc, on sort. Donc, on est dans cette technicité. Donc, les partis de pouvoir pensent être des techniciens, mais bon, certains sont plus populistes que d'autres. Et Macron, qui sort de ce milieu, donc il a fait Sciences Po l'ENA, il est très très bon technicien. Et il est aussi populiste parce qu'il arrive justement à outrepasser tous les corps intermédiaires qui avaient survécu en France, donc les partis politiques, les syndicats, les associations, et il crée une start-up. C'est En Marche, c'est quand même les initiales, c'est EM comme Emmanuel Macron, avec un point d'exclamation au départ. Après, c'est La République En Marche, mais c'est une start-up. Il devient le produit à vendre. Le produit à vendre, c'est Macron, avec un point d'exclamation parce que ça va tout changer, c'est la révolution. Mais la révolution qui finalement, on est déçu, puisque c'est un technicien. Donc il est du côté populiste en disant « c'est moi la solution, c'est moi qui vais tout changer, la politique française après Macron, ce sera plus la même que la politique française avant Macron ». Et en fin de compte, on a un peu déçu puisqu'il vire vers la droite. Il est très proche des Républicains maintenant. Sur la réforme des retraites, il a le soutien des Républicains à l'Assemblée. Et en fin de compte, son populisme donc, est un populisme à bonapartiste, on va dire. Donc c'est outrepasser les corps intermédiaires, ne pas faire confiance aux partis politiques. Son parti politique, La République En Marche, bon, sans EM, il n'y a plus que LR. Oui, et les corps intermédiaires que Napoléon III appelait les diviseurs, donc ceux qui créent effectivement le chaos, et il est la réponse au chaos. Donc effectivement, on retrouve un peu cet argumentaire en ce moment même dans la séquence des retraites, cette idée que finalement, laissez-moi faire mon travail, et moi j'ai effectivement une feuille de route pragmatique, et qu'est-ce que vous venez finalement perturber cette partition qui est parfaitement définie. Donc est-ce que finalement, comme le dit Charles, le technicisme, la technocratie au pouvoir, le technopopulisme qui d'une certaine manière est l'arme de séduction des technocrates, mais comment des technocrates arrivent-ils à nous séduire ? Quel est finalement l'argument de vente du produit ou de la marque Macron ? Parce que Macron a séduit parce qu'il a fait du technopopulisme. Et dans le technopopulisme, il y a populisme. Et il a dit aux gens en fait que les partis étaient mauvais, ne permettaient plus l'expression démocratique, et que donc il fallait s'en remettre à des gens qui étaient des techniciens qu'on allait recruter sur CV. Donc il y a eu tout un discours. Il y a eu des ateliers pour permettre aux gens de présenter mieux leur candidature pour devenir parlementaire. On a eu des ateliers d'empowerment pour à peu près toutes les minorités sur comment vous pouvez vous présenter pour devenir député. Il fallait envoyer son CV. Il y avait une commission qui recrutait donc sur CV les nouveaux députés. Beaucoup ont été recrutés comme ça. Moi, j'ai eu pas mal d'entretiens, de coaching avec des députés qui avaient été appelés le 8 mai, élus le 6 juin.
qui n'ont pas fait campagne, qui n'ont jamais fait campagne, qui ont découvert leur circonscription après l'élection, ce qui a été parfois assez douloureux, qui ont découvert aussi qu'un député, c'est rien dans le système français, mais même en général, c'est déjà très compliqué dans un système parlementaire. J'avais discuté avec Alastair Campbell, l'ancien conseiller de Tony Blair. Je l'avais fait venir à Paris. Bon, c'est quelqu'un de relativement colorful, comme on dit. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous n'êtes pas devenu député après avoir quitté Tony Blair? Parce que ça aurait pu être intéressant. Au Parlement, vous auriez été bien, et je le pense. Il m'a dit, mais j'aurais eu une fraction du pouvoir, j'aurais été nobody, alors que quand j'étais avec Tony Blair, j'étais le numéro 2 du gouvernement. Et quand vous êtes parlementaire, vous n'êtes rien, c'était son expression. Et ils ont découvert ça, c'est-à-dire qu'ils étaient qu'un tout petit maillon. Pour beaucoup, ils étaient arrivés avec une idée, les parlementaires En Marche, très, très louable, très enthousiasmante même de la politique, parce que en fait, ils voyaient vraiment ça comme un job. Ils voulaient vraiment la faire, quoi. Ils voulaient vraiment être à la hauteur du job. Ils voulaient être à la hauteur de l'aspiration de leurs concitoyens. Il n'y avait pas du tout. Moi, je disais souvent, c'était pas compris, mais je disais souvent qu'ils étaient très premier degré, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que ce qui tue la politique française, souvent, c'est le second degré. C'est-à-dire qu'on a des mecs qui réfléchissent à 3, 4 voilà, de distance. Non, eux, ils étaient très premier degré sur leur feuille de route. Et je trouvais ça assez bien. Et du coup, ça, il l'avait promis aux gens, il l'a fait d'une certaine manière. Il a aussi promis de réduire le nombre de parlementaires. Moi, j'étais assez séduit au départ par le discours sur le parlementarisme rationalisé, parce que le Parlement français, on ne peut pas travailler au Parlement, les assistants parlementaires sont assez maltraités, il n'y a pas d'espace, ils sont mal payés, etc. Et ils ont augmenté les assistants de 10%, ils leur ont donné davantage d'espace. Il y a eu des choses de fait dans ce sens-là qui ont été très bref. Mais ce populisme-là, il a su l'utiliser et au fond le concrétiser. Et quand il dit les syndicats, j'en veux pas, quand il dit les corps intermédiaires, j'en veux pas, il le fait vraiment. C'est-à-dire qu'il gouverne absolument sans personne. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'on s'est rendu compte, notamment avec la crise Covid et avec les Gilets jaunes, que ça n'était pas efficace. Et le problème de la technocratie, quand elle cesse d'être efficace, c'est qu'on se demande pourquoi elle est là. Parce que si votre promesse, c'est que vous allez être compétent et que vous ne délivrez pas de compétences derrière, c'est là où la crise du macronisme est vraiment forte. Il y a une désillusion sur aussi la promesse de révolutionner la société, etc., etc. Et pendant le Covid, ça a été très perceptible, tout simplement parce qu'on était 37 millions à certaines de ces interventions sur notre canapé, à se dire, bon, alors, il la résout, la crise, ou voilà. Et c'est à la fois très injuste et parfaitement démocratique. C'est mon droit d'être sur mon canapé, d'attendre qu'on résolve la crise, puisque, par définition, on me demande d'être chez moi. Et en même temps, c'est injuste parce que, voilà, qu'est-ce qu'ils pouvaient y faire? Mais ils ont démontré une vraie incompétence dans la gestion des Gilets jaunes en termes de maintien de l'ordre public. Ils ont démontré une vraie incompétence dans le Covid qui continue, qui est une incompétence crasse et épouvantable. Il y a eu une vraie compétence sur certains domaines, comme l'économie, par exemple. Bruno Le Maire, voilà, tout ça est très reconnu. Il y a une vraie bonne gestion au plan économique. Mais c'est une compétence isolée. Et du coup, c'est là où moi je pense que la politique reprend ses droits aujourd'hui. C'est parce que les gens se disent, mais c'est bien, c'est sympa. On a testé, maintenant on veut revenir à nos engueulades, on veut pouvoir taper sur quelqu'un, on veut du clivage, et personne n'a résolu magiquement nos problèmes, donc la promesse technocratique, elle n'a pas été remplie. Et on a quand même une tradition politique très forte chez nous. Il faut bien voir que les 5 ans avec Macron, ça a été très dur pour ceux qui aiment la politique, ce qui est mon cas, parce que vous ne pouviez pas vous opposer à quelqu'un. C'est impossible. Si vous dites à quelqu'un, par exemple, sur le Covid, je pense qu'il faudrait davantage faire de prévention, il va vous dire, oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais en même temps, il va aller voir Didier Raoult. Et vous allez dire, mais pourquoi tu es allé voir Didier Raoult? Je dis, mais tu vois bien que je ne suis pas avec lui en même temps, puisque voilà. C'est impossible de s'opposer. C'était impossible pendant 5 ans de s'opposer à un macroniste. Là où il y a une bonne nouvelle, c'est que maintenant, on peut s'opposer, se foutre sur la gueule. Et je pense que c'est parfaitement ça. C'est la fin c'est peut-être la fin de la parenthèse technopopuliste, mais qui peut ouvrir, et je voulais en venir à ça, une parenthèse parfaitement populiste avec l'extrême droite, parce que la promesse de mouvement, qui est la promesse pure d'En Marche, qui était purement une promesse de mouvement, ce que tu dis très bien dans ton livre, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce qu'il a promis, il utilise des verbes intransitifs, il n'y a jamais de complément d'objet. Voilà. On va faire, mais pour faire. Cette promesse-là, dans les bouquins notamment de Zef Sternel sur la naissance du fascisme, c'était la période pré-fasciste. Je ne dis pas que ça va se passer comme ça, mais c'est intellectuellement intéressant de le savoir. La période pré-fasciste, avec le futurisme, avec d'autres mouvements, c'était l'exaltation du mouvement pour le mouvement, en dehors de tout contenu idéologique. Mais c'est intéressant de voir aussi les deux éléments que pointe Philippe, notamment la crise des Gilets jaunes, hein, donc, sur laquelle, bien sûr, tu as
longuement réfléchi, et puis la gestion du Covid. Et il y a un élément du macronisme que tu mets en exergue dans ton livre, c'est la sécurité, cette dimension sécuritaire. Et tu fais, alors peut-être que c'est... je ne sais pas si c'est le lieu, mais je pense que c'est intéressant de quand même revenir sur ces distinctions que tu fais entre la sécurité et la sûreté. Et ce qui n'est pas toujours évident à comprendre de prime abord, mais qui explique aussi un peu, je dirais, le cocon macroniste qui a été créé à ce moment-là, et qui est parfois effectivement, enfin qui est surtout critiqué dans ses aspects extrêmes, notamment la répression, la dimension répressive du mouvement des Gilets jaunes, hein, notamment avec les nombreuses personnes qui ont perdu un œil. Hein, c'est très visuel comme, je dirais comme symbole. Mais cette notion de sûreté, pourquoi est-ce que tu la mobilises et comment est-ce que tu distingues ces deux concepts? Oui, donc en fait, pour l'historien des idées que je suis, la sécurité, c'est un concept assez récent. Donc c'est ce qu'explique Foucault très bien d'ailleurs dans ses œuvres. Avec des recherches historiques, il va dans les archives et il cherche ça. Le mot existe avant, mais ce n'est pas vraiment un concept qui est très important en politique avant le 19e siècle. Et la raison est technologique, en fait. C'est qu'avant le 19e siècle, on ne peut pas vraiment compter les populations. C'est très difficile d'avoir un census précis, c'est très difficile d'avoir des données précises sur la santé des populations, par exemple. C'est très difficile d'avoir des données précises sur l'urbanisme qui existe, qui se développe énormément au 19e siècle. Et en fait, c'est ces changements technologiques au 19e siècle qui créent cette importance de la sécurité. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de sécurité. Évidemment, la sécurité, c'est important. C'est important comme concept. Mais on peut aussi penser à d'autres manières de sécuriser la société et une autre facette de la sécurité. Donc, je pense que pour moi, c'est vraiment deux revers de la même médaille. La sécurité et la sûreté vont ensemble. Et la sûreté a un autre angle. Par rapport à la sécurité. La sécurité, c'est très axé sur le contrôle de la vie urbaine, c'est très axé sur le contrôle de la santé des populations. Et ça, Foucault le démontre très bien. D'ailleurs, il y a des passages, moi je disais ça pendant le Covid, et on a l'impression qu'il l'a écrit pendant le Covid, parce qu'il parle justement des épidémies du 19e siècle, de la fin du 18e, du début du 19e siècle, et la manière de gérer des autorités, la manière sécuritaire de gérer, c'est exactement la même chose. C'est comme si on n'avait rien appris en 200 ans. Et donc, on a cet aspect sécuritaire qui est important et qui est de plus en plus important quand on vit de plus en plus dans des zones urbaines. Mais il y a aussi l'aspect, donc, la sûreté, qui pour moi avoir une certaine forme de certitude par rapport au futur. Ce qui est difficile, puisqu'on en parle beaucoup, on ne sait pas ce qui va se passer en 2027, on ne sait pas ce qui va se passer d'ici 5 minutes, hein, mais il y a certains aspects de la vie commune qu'on peut prévoir ensemble. Et les retraites, c'est une très bonne forme de sûreté. Voilà, la sûreté, donc la retraite, avant d'avoir une retraite universelle, la plupart des gens mouraient dans la pauvreté la plus abjecte. C'était le cas dans toutes les sociétés du monde. Et maintenant, on a des systèmes de retraite qui sont mutualisés de manière différente en fonction des pays, mais ça permet d'avoir une certaine certitude par rapport au futur. Donc, on peut mourir demain, mais si on survit jusqu'à l'âge de la retraite, 62, 64 ans, on verra, 68 dans certains pays, si on vit jusqu'à cet âge-là, on sait qu'au moins on pourra payer son chauffage et acheter des pâtes. Et voilà. Donc c'est une forme de sûreté. Hein. On est sûr de pouvoir faire ça après avoir travaillé toute sa vie. Et ça, pour moi, c'est important. C'est important comme valeur sociétale de pouvoir se dire, on met des règles en place et on est d'accord que on planifie le futur ensemble. Alors, est-ce que, pour toi, si je comprends bien, le macronisme a peut-être tendance à privilégier la sécurité, et dans le mouvement dont tu parlais, dans ce mouvement
qui n'est pas déterminé d'une certaine manière, effectivement, est-ce qu'il a tendance à oublier cette notion de sûreté ou à mettre en danger ces filets, pas de sécurité, mais de sûreté dont dispose en tout cas, ou les acquis sociaux d'une certaine manière dont tu parles? Est-ce que c'est ça le macronisme, c'est de déconstruire l'infrastructure de sûreté et en même temps sécuriser le pays par d'autres moyens, dont notamment ce dont tu parlais tout à l'heure, tu as commencé avec ça, l'attestation de déplacement notamment, enfin, toute une série, je dirais, de choses qui ont émergé pendant la crise du Covid. Voilà, est-ce que finalement on est dans un arsenal de mesures qui, à court terme, qui nous donne ce sentiment de sécurité, là où la sûreté à long terme, elle est en train d'être déconstruite, voire annihilée? Alors, je ne pense pas que Macron se dit je vais déconstruire la sûreté. Mais c'est une conséquence directe de ce que j'appelle dans le livre son néolibéralisme. Alors, j'aime pas du tout le mot, mais j'ai dû l'utiliser parce que j'arrivais pas à trouver un mot qui décrivait ça mieux que le mot néolibéralisme. Et j'explique en fait que le néolibéralisme, c'est pas exactement comme l'ancien libéralisme. Donc, on a le libéralisme du 19e siècle, je ne vais pas en parler, mais le néolibéralisme, en fait, ce qu'il veut particulièrement, on l'a vu avec Thatcher et Reagan et d'autres, c'est de construire des marchés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire construire un marché? Ça veut dire que quand, par exemple, on a un système de retraite qui est assez généreux en France, où on peut vivre assez dignement de sa retraite publique, on n'a pas besoin de capitaliser sa retraite. Alors, moi qui vis en Grande-Bretagne, ma retraite, c'est 500 livres par mois. Donc, avec 500 livres par mois, on vit pas bien. Voilà. Même si on possède sa maison à la fin de sa carrière, 500 livres, c'est pas grand-chose quand même. Et donc, j'ai une retraite avec mon travail à l'université capitalisée. C'est le plus gros fonds de pension de Grande-Bretagne. 90 milliards de livres USS. Donc, voilà, on a une retraite capitalisée. Et ça, c'est une création de marché. C'est-à-dire que si on avait un système en Grande-Bretagne où les retraites étaient assez généreuses pour qu'on n'ait pas besoin de capitaliser, on n'aurait pas capitalisé, on aurait mutualisé, on paierait chacun les retraites des autres, et il n'y aurait pas de fonds de pension de 90 milliards de livres. Voilà. Et en fait, c'est un énorme marché. C'est énormément d'argent, puisqu'on épargne en moyenne, je ne sais plus, 12%, je crois, Piketty dit, 12% de ce qu'on produit, on l'épargne pour la retraite. Et c'est énormément d'argent. Donc si on peut capitaliser ces 12% de la productivité nationale, ça fait énormément d'argent en bourse, et il y a des gens qui vont se faire énormément d'argent sur cet argent. Voilà. Et ça, c'est le néolibéralisme, c'est créer ces nouveaux marchés. Et Macron veut créer ces nouveaux marchés. Alors, il ne se dit pas « je vais mettre en danger la sûreté de mes concitoyens ». Mais il se dit « c'est plus efficace quand même. C'est plus efficace d'avoir des fonds capitalisés ». Et c'est vrai qu'il y a des années, pendant le Covid, mon fonds de pension, il a monté de 30% en un an. Bon, après, il est redescendu un peu, mais on se dit, waouh, c'est génial, ma retraite, elle va être excellente. Donc, ça nous donne espoir aussi d'avoir ce fonds de pension privatisé. Donc, à mon avis, c'est pas qu'il se dit, OK, on veut plus de sûreté. C'est qu'il se dit, on peut avoir la sûreté d'une autre manière. On peut l'avoir en créant ces marchés. Le problème, c'est qu'on voit quand même assez bien que il y a une incertitude qui vient avec ces fonds de pension. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien on touche chaque année. Une bonne année, on peut toucher beaucoup plus que la moyenne. Et une autre année, on touche des cacahuètes. Donc si on est à la retraite et on n'a pas d'économie, c'est dur. C'est dur d'avoir une année où on a touché quasiment rien de son fonds de pension. Est-ce que c'est un vrai modèle pour Macron et pour ce néo-thatcherisme d'une certaine manière? Je ne pense pas qu'ils le perçoivent comme du thatcherisme, c'est juste la question de l'insertion dans la globalisation. Le vrai clivage qu'on a eu avec les Gilets jaunes, c'est la globalisation ou le refus de la globalisation. Et ça, c'est vraiment structurant, je pense. Et lui est évidemment dans cette optique-là. Après, il y a quand même une opposition sûreté et sécurité. Nicolas a raison. Sur certains points, quand on regarde typiquement la prévention en matière sanitaire, l'autorisation administrative est
Vous avez peut-être pas connu ça en Belgique, je vous le souhaite pas en tout cas, mais Pas la règle des 1 km, ça c'était quand même très exotique. bah, moi j'étais confiné par obligation parce que j'étais en vacances là-bas et qu'on nous a interdit de circuler, donc je me suis retrouvé 3 mois dans les montagnes avec 2 enfants et sans voiture, donc c'était un tout petit peu sportif. Et on a réussi à avoir une voiture par un absolu miracle laïque, et on s'est retrouvé avec pas d'imprimante, donc il fallait écrire à la main les autorisations administratives pour aller faire les courses. Et on était contrôlé par la police en bas du village, par les gendarmes, qui donc nous demandaient d'ouvrir la fenêtre, qui n'avaient pas de masque, forcément, et qui ouvraient la fenêtre à tout le monde, et qui parlaient à tout le monde. Voilà. Donc c'était débile d'un point de vue de prévention sanitaire, mais il n'y avait pas plus débile que ça. C'était vraiment criminellement contre-productif, tu vois. Mais par contre, d'un point de vue sécuritaire, là, on avait bien notre autorisation administrative qui ne servait strictement à rien. Et on n'avait pas le droit d'aller se balader dans la nature, alors que bon, il y avait quand même, là où j'étais, à Saint-Gervais, dans les montagnes, il y avait une densité de population d'une personne par 10 000 km, donc ça allait comme carré, donc ça allait quand même plutôt bien à ce niveau-là, on aurait pu sortir. Donc on remplissait l'objectif sécuritaire, qui je pense est quantifiable, empoignable assez facilement et visible. Et je pense que l'important paramètre pour Macron, c'est la visibilité. Donc la sécurité, c'est visible. Tu mets un policier, il y a un policier. Tu réprimes une manifestation, tu envoies un mec à l'hôpital, tu as envoyé un message. C'est visible. Il se passe un truc, tu vois. Et ils ont assumé cette répression. Donc c'est un outil de communication. C'est la communication par les actes, comme on le dit dans notre cours à Sciences Po. Mais donc pour lui, c'est tangible. La sûreté qui consisterait à faire de la prévention, c'est-à-dire par exemple, est-ce qu'il y a un capteur un filtre HEPA dans cette salle, comme il y en avait partout à Davos, et qu'on ait tous fait un test PCR avant de venir ici. Ça, c'est de la sûreté. Et ça, c'est pas visible, ça coûte cher, c'est compliqué, et c'est pas très populaire, parce que d'ailleurs, vous venez d'avoir une réaction extrêmement négative à l'idée de faire un test PCR avant de faire cette conférence, avouez-le. Donc c'est quelque chose qui, en plus, non, pas vous ? Ah, j'en ai une. Non, non, moi aussi. Non, je vous rassure. Allez sur mon fil Twitter, @morochevrolet, vous constaterez que je suis saoulant là-dessus. Mais on serait probablement moins nombreux. Et c'est pas vendable, si vous voulez. C'est très difficile. Faites un dîner de famille où vous vendez la prévention sanitaire. Enfin, moi, j'en ai fait un certain nombre, j'ai arrêté. Je comprends, mais c'est pas quelque chose qui est facile à vendre à l'opinion. Voilà. Et pourtant, ce serait beaucoup plus simple et moins douloureux. C'est très cher. Ce serait beaucoup plus simple et moins douloureux de dire on va équiper tous les services publics en filtres, on va avoir des capteurs de CO2, on va vous apprendre à gérer les virus et on va travailler sur la qualité de l'air. Ce serait beaucoup plus simple et moins douloureux que d'avoir une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête en se disant quand est-ce qu'on va devoir rétablir l'autorisation administrative de circulation. Mais c'est pas visible, c'est pas quantifiable. Je ne sais pas si tu veux réagir là-dessus. Non, je trouve ça fascinant parce que moi, je ne fais pas vraiment de communication politique, mais c'est vrai que c'est un outil de communication. Et j'y avais pas pensé à cet angle-là, mais c'est assez important de se dire que donc la sécurité est quand même cet aspect de la visibilité de la sécurité, c'est très important. Hein. Et que ce qui est dur avec la sûreté, hein, c'est que ça se vend très mal. On a du mal à dire aux gens « Ah oui, mais je vous aide à planifier votre avenir. » L'avenir, on y pense très peu. Hein. Donc être certain de ce qui va se passer dans l'avenir, c'est joli, mais ça ne va pas nous faire gagner une élection. Hein. Et je pense que c'est très dur à vendre, en fait, la sûreté. Hein. Et je suis content de ne pas être politicien. Et avant de prendre les questions, éventuellement, donc réfléchissez hein, si vous avez des questions. Justement, tu parles d'avenir et... dans ta conclusion, tu t'essayes justement peut-être de non pas faire des prédictions, mais de réfléchir à l'évolution, comme l'a fait tout à l'heure Philippe, notamment sur le retour du politique. Est-ce que, selon toi, on se dirige effectivement vers une repolitisation du débat public ? Est-ce qu'une démacronisation des assemblées avec, on le voit déjà aujourd'hui, peut-être une polarisation plus importante également, une opposition plus ferme aussi, notamment à l'Assemblée nationale, ou est-ce que finalement, comme le prédit quelque peu Philippe, on se tournerait plutôt vers une alternative populiste d'un autre type, rétro-populiste d'une certaine manière, plutôt que techno.
si tu pouvais résumer peut-être, sans vouloir spoiler la dernière partie, ou divulgacher, pardon, la dernière partie de ton livre, peut-être parler un petit peu du futur. Oui, alors, bon, quand on réfléchit au futur, on pense aux alternatives. On se dit, si on a juste avant la fin de nos études, on se dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je vais faire après mes études. Donc on se dit, je pourrais aller dans cette branche, je pourrais aller dans cette autre branche, peut-être que je pourrais partir en vacances, ou faire une année sabbatique. Donc je pense que c'est la manière dont on pense au futur, c'est d'imaginer des alternatives. Donc c'est ce que je fais dans le livre. J'imagine 4 alternatives, plus ou moins, qui sont plausibles en 2022. Donc on est déjà quelques mois plus tard. Donc elles sont peut-être déjà moins plausibles aujourd'hui qu'elles l'étaient quand j'ai fini le livre en avril de l'année dernière. Mais j'ai pas vraiment de réponse par rapport au futur. C'est juste qu'on peut imaginer effectivement donc ce futur du populisme, soit à gauche, soit à droite. Donc il y a la France insoumise, c'est aussi du populisme. C'est très clair que c'est une espèce de... c'est du feel good, c'est nous dire ce qu'on veut entendre, quoi. Pour les gens de gauche, c'est dire voilà, vous voulez des éoliennes partout, on aura de l'énergie renouvelable. Oui, c'est génial, sauf que bon, il y a quand même une crise en Ukraine. Il y a quand même plus d'essence, ou l'essence beaucoup plus chère, et que la France a quand même été un peu sauvée par le nucléaire. Donc forcément, on nous dit oui, on va tout faire bien à gauche, mais parce que c'est ce qu'on veut entendre. Voilà, c'est du populisme aussi, hein. Donc il y a le populisme de gauche avec LFI, hein, qui d'ailleurs dans son organisation je les connais pas, hein, LFI, mais à ce que je lis, c'est très proche de l'organisation du Parti socialiste. Ils ont le même mode opérationnel que le Parti socialiste. Donc ils ont essayé de récupérer la manière de fonctionner du Parti socialiste, et en particulier, ils ont très peu accès aux classes populaires françaises. Donc il n'y a pas vraiment, il y en a un ou deux maintenant, mais à l'Assemblée. Mais la plupart des cadres de LFI, c'est comme les cadres du PS, c'est aussi, ils sortent des mêmes écoles, ou quasiment les mêmes écoles. Donc ils sortent du même modèle, en fait. Il n'y a pas vraiment de différence par rapport à la sociologie de la France insoumise. Et par rapport à Marine Le Pen, on peut aussi imaginer évidemment qu'on est dans un mode où si on a eu le technopopulisme et que finalement la technique n'a pas très bien fonctionné, autant tenter le populisme vraiment de droite. La France vote quand même beaucoup à droite. Donc on a quand même une grosse possibilité là pour le Rassemblement national qui a beaucoup d'élus là en ce moment, donc ils sont en train de se construire une base, de l'expérience politique, une base parlementaire, et il y a effectivement il y a cet attrait du populisme du Rassemblement national. Alors moi, mon analyse parce que je suis plus intéressé par l'aspect économique. L'aspect économique, c'est il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'idée au Rassemblement national. Donc il n'y a pas de Frexit. Il n'y a pas de 6e République, il n'y a pas de réorganisation vraiment du modèle constitutionnel français. Donc on parle beaucoup de Marine Le Pen en tant que personne très à droite, voire fasciste, mais pour moi, elle ressemble beaucoup plus à Trump. Donc Trump qui, lui, a réussi parce qu'il a réussi à rentrer dans le mouvement républicain aux États-Unis. Et finalement, ce qu'il a fait, Trump, c'était ce que les républicains ont toujours fait, hein. Il n'y avait pas énormément de différence entre Trump, à part au niveau de la communication, qui était assez différente sur Twitter. Mais au niveau des politiques publiques et économiques, il a continué ce qu'avaient fait les républicains avant lui. Donc, mon analyse en ce moment, en tout cas en début 2023, c'est de dire que, vu le programme économique de Marine Le Pen, si elle gagne en 2027, ça ne fera pas une énorme différence. On ne va pas avoir un énorme chamboulement du système politique français. On ne va pas avoir un énorme chamboulement au niveau économique. Il ne va pas y avoir de Frexit. On ne va pas sortir de l'Union européenne. On ne va pas faire ce dont on avait peur quand c'était Jean-Marie Le Pen. Donc finalement, le même type de garantie que donne aujourd'hui une Giorgia Meloni en Italie,
Ouais. disant que finalement, voilà, il y a la temporalité effectivement électorale, ou avec toute une série de promesses, mais finalement, pas de sortie de l'euro, pas de sortie de l'Union européenne, et on rassure les marchés, hein, puisque finalement, c'est là-dedans que s'inscrit cette dynamique de gouvernance. Enfin, il lui reste à construire un mur éventuellement pour ressembler à Trump, Marine Le Pen. Avec la Belgique ? Avec la Belgique, peut-être, enfin, quoique, qui pourrait plus venir. Donc, Non, puis il y aurait beaucoup d'exilés fiscaux qui pourraient plus venir à Paris, ce serait quand même très embêtant. Donc on va plutôt construire le mur vers le sud, où il y a aussi des exilés fiscaux, mais beaucoup plus loin, du coup ça va. C'est un peu... Mais donc voilà, c'est sur cet avenir du macronisme, donc je pense qu'on a un peu fait le tour avec effectivement un retour du politique. Je pense que les élites françaises sont en train de se dire exactement ce que tu dis, et qui est peut-être vrai, hein, c'est de se dire, Marine Le Pen, finalement, est-ce que ce sera vraiment si mal ? Je ne suis pas sûr. Et le moment où les élites françaises basculent, c'est là où l'élection peut aller dans sa faveur. Et je pense que la plupart des gens vont faire cette analyse-là. Après, j'espère qu'elle est vraie. Et c'est quand même, ça veut dire que les étrangers, les réfugiés, beaucoup de gens vont énormément et encore davantage souffrir. Après, est-ce qu'ils vont plus souffrir qu'avec Gérald Darmanin ? Je ne sais pas. Le point d'interrogation, c'est est-ce que ça va entraîner ou pas une fuite des capitaux ? C'est qu'il faut quand même voir. Est-ce que ça va avoir un impact sur l'attractivité de la France ? Est-ce que ça peut plonger la France dans une crise ? Mélanie a très très bien joué le coup. Pour le coup, elle a rattrapé très très vite l'image du pays. Je ne sais pas si Marine Le Pen aurait cette habileté. Puis il y a un problème de cadre, de compétences, etc. etc. Alors c'est peut-être le moment de prendre d'éventuelles accessoirement, on serait dirigé par l'extrême droite. questions. Alors je ne sais pas s'il y a un micro. Oui, voilà. Alors il y a une première intervention. Merci. Ouais. J'ai réfléchi, mais j'ai aussi pris des notes pour. Non, je me posais une question, c'est qu'on a souvent tendance à présenter Macron comme un peu un, comment on dit ça en français, un mastermind, un Machiavel de la politique. Mais je me demande un peu, est-ce qu'il n'est pas, au final, opportuniste ? Est-ce que ce qu'il a fait aurait été faisable ailleurs qu'en France ? Dans le sens où je reprends un peu les thèses dont vous avez parlé, mais on parle de la fin de la droite, on parle d'un régime presque une théocratie, mais il n'y a qu'en France, en fait, où on a des leaders de partis incontestables, incontestés. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est même tabou chez les Républicains de critiquer Nicolas Sarkozy, alors que dans beaucoup de pays, au Royaume-Uni, parmi les premiers, on a tendance à jeter les leaders de partis comme des malpropres. Et la deuxième chose qui était aussi cette idée de l'histoire et de la théologie, au final, on parle d'un régime politique en France qui a été créé en votant pour un général en temps de guerre. Et pour moi, au final, c'est la même chose que voter pour un technocrate en période libérale. Ça a toujours été un système fondé, dans un sens, sur l'impossibilité de contester le leader et sur la politique de la relation publique, au final. C'est, en effet, je pense que c'est vous qui l'aviez dit, on vend un produit. Le produit, c'est le leader du parti, mais ça a toujours fonctionné un peu comme ça en France. Il y a très peu de présidents, à part peut-être... oui, non, je ne peux pas penser à un président de la République française qui n'ait pas été vendu comme un produit comme ça, et tout en étant le leader du parti, et de façon incontestée. Quand on pense par exemple à François Fillon, jusqu'à la dernière minute, François Fillon était par son parti jamais contesté, malgré ses déboires, malgré les discussions qu'il y a eu pendant la campagne présidentielle. Et du coup, c'est un peu ça la question, c'est est-ce que Macron s'est vendu en France, ou est-ce que Macron est au final un produit français ? D'autres ont essayé de l'imiter en Italie, en Espagne. Il y a un parti politique, Volt, qui a été créé, c'est de l'image de Macron au niveau européen. Et rien de ça fonctionne. Rien ne fonctionne en dehors de la France. Oui, c'est une excellente question. Alors, il y avait un agencement assez particulier. C'est vrai qu'en France, Hollande y est pour pas mal. Sans Hollande, il n'y a pas de Macron quand même. C'est Hollande qui a fait Macron. Il a été ministre. Macron a été ministre sous Hollande. Et c'est vraiment c'est la chute de Hollande qui quand même n'ose même pas se représenter. Hein. Ça devait être lui en 2017. Logiquement, au moins il devait se représenter. Il n'ose même pas. Hein. Donc oui, effectivement, il y a une histoire bien française ici. Hein. Mais en même temps, pour reprendre l'expression de Macron, on a eu quand même ces
cette politique néolibérale a quand même été là en Grande-Bretagne, a quand même été là aux États-Unis dans les années 80. Et donc l'histoire est quand même, elle se répète un peu. Donc c'est pas exactement la même histoire. L'histoire française avec Macron est assez exceptionnelle. Et on n'y croyait pas. En 2016, qui croyait à Macron? Tout le monde se disait il va se planter, c'est pas possible. On ne peut pas changer comme ça le système politique français du jour au lendemain. Et en fait, si. En fait, si quelques mois plus tard, 2017, le système était complètement changé. Donc parfois, il y a cette espèce de tsunami politique. Et c'est vrai que c'est un agencement très particulier et ça va être très dur de le répliquer autre part. Mais il y aura d'autres histoires. Il y aura d'autres histoires qui seront assez similaires dans d'autres pays. Ils ne seront pas exactement les mêmes, mais on aura quand même, à mon avis, l'Italie aussi a eu des périodes assez intéressantes et aussi assez proches du macronisme ces dernières années. Donc pour moi, l'Italie et la France sont assez proches à ce niveau-là. Après, il faut voir s'il y aura ça dans d'autres pays européens. Mais en Grande-Bretagne et aux États-Unis, clairement, il y a déjà cette histoire aussi. Donc, ce n'est pas une histoire que française. En Italie, c'est allé assez loin avec Renzi notamment, qui a créé un mouvement qui s'appelle In Cammino, qui est donc en marche. Donc là, je pense que le benchmarking a été poussé à son paroxysme. Et puis, on en parlait hier, notamment dans nos cours à Sciences Po, sur finalement l'ancêtre du macronisme, qui est le blairisme d'une certaine manière, avec aussi la volonté déjà de trianguler, de brouiller les pistes et d'aller emprunter des idées de l'autre côté, je dirais, donc notamment ou récupérer un peu de thatcherisme et le mettre au goût du jour. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a une évolution ? C'est l'héritage de 10 ans, de 15 ans de triangulation, c'est-à-dire d'une confusion idéologique entretenue pour prendre le pouvoir, essayer de prendre l'espace politique de l'autre. C'est ce jeu-là qui a été instauré à partir de Sarkozy, qui l'a fait le plus brillamment en tout cas. Je pense que Macron est l'héritier de cette histoire-là aussi. Et Macron a en fait poussé le cynisme ou le marketing à son paroxysme. Mais on aurait pu l'imaginer avant, il a juste été le plus loin, quoi. Après, oui, je pense que sans la faiblesse de Hollande, je pense que le problème, c'est qu'effectivement, on ne tue pas les rois, même quand ils sont plus au pouvoir. Donc c'est un vrai problème. C'est que Hollande a pesé sur le PS et la recomposition de la gauche et continue de peser. On a des espèces d'avatars de Hollande avec Bernard Cazeneuve qui se croit un destin présidentiel, qui empêche complètement la recomposition du PS, qui est ridicule. Enfin, c'est pathétique, quoi. Et c'est l'influence de Hollande. Sarkozy est plus intelligent. Encore une fois, avec Sarkozy, la droite a une chance de s'en sortir. C'est-à-dire qu'il est le seul à penser à l'après-Macron en se disant je vais essayer de le capter et finalement je vais essayer de le récupérer. Ce qui n'est pas con du tout. Mais la différence, c'est qu'on n'est pas dans un système parlementaire, nous on est dans un système présidentiel qui est extrêmement poussé aujourd'hui. Et donc quand un type a été président, comme Hollande ou Sarkozy, personne ne va le remettre en cause. Mais déjà parce qu'il a un bureau, il a un budget. Le bureau de François Hollande, c'est 500 mètres carrés face aux Tuileries. Il a des gardes du corps, il a des assistants. Il a de la presse. S'il veut passer aux 20h de TF1, il décroche son téléphone, il est aux 20h de TF1 le soir ou le lendemain. Il parle à 68 millions virtuellement de personnes. C'est un système quasi monarchique. Donc nous, on n'est pas du tout une démocratie évoluée, moderne. On est dans un système extrêmement archaïque qui se pense moderne, mais qui est très archaïque. Et Macron a parfaitement capté ça. Et il a utilisé des outils modernes pour prendre la monarchie à son plus faible et la capter à son profit en arrivant avec une noblesse d'empire, avec des Castaner, etc. Il a fait un mélange extrêmement français. Ils ont essayé d'exporter le mélange. Il y a des experts du macronisme qui sont partis pour essayer de le vendre au Brésil, notamment. Ça s'est pas bien vendu, mais parce que c'est vraiment typiquement, c'est lié à notre histoire à nous. On n'est pas dans une démocratie mature. On est dans un pays qui ne s'est pas vu vieillir et qui aujourd'hui a des institutions excessivement archaïques. Et quand vous dites aux Français qu'il faudrait revenir à un régime parlementaire, ils n'ont pas en tête ce qui peut se passer en Angleterre, en Italie, qui sont des régimes, ou en Allemagne, qui sont des régimes plus évolués que les nôtres d'un point de vue démocratique. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Ils ont en tête, vous voulez revenir à la 4e République. C'est-à-dire que leur référence, quand on parle de parlementarisme, c'est 1946. Et ce qui n'est plus du tout aujourd'hui, évidemment, le référent du parlementarisme moderne. Donc le problème qu'on a, c'est qu'on a un système extrêmement archaïque. Et quand on a des gens modernes et intelligents comme Macron, il y a une opportunité de le jouer et ils deviennent brutalement le roi soleil.
c'est une savonnette à vilain, comme on disait autrefois pour parler de l'aristocratie quand on vendait les titres. C'est vraiment ça. Du coup, après, quand vous avez été ça pendant 5 ans et encore là 10 ans, les gens ne vous regardent plus de la même manière et vous pouvez torpiller votre camp tranquillement. Ce qui d'ailleurs va être l'échec du macronisme et la chance peut-être des autres, c'est qu'il est en train de tuer Édouard Philippe et qu'il est en train de faire exactement ce qu'ont fait tous ses prédécesseurs. Et s'il tue Édouard Philippe, ce qu'il est en train de faire, là, c'est aussi pour ça que je pense que Marine Le Pen a une chance d'ailleurs, c'est parce qu'elle sait très bien que Macron va s'occuper des modérés. Elle a Zemmour qui n'est pas excessivement gênant. Enfin, voilà. Et du coup, il fait un peu le job. Oui, il y a une question. Voilà. Et puis là-bas. Bonsoir messieurs. Petite question assez simple. Tout le monde a vu la Coupe du Monde. Macron, justement, y est allé. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée en tant que président, surtout de faire une communication là-dessus, sachant que ce sont des pétromonarchies, qu'il y a eu des milliers de morts? C'est ça le populisme? Merci. Je dirais que c'est ça le foot. Mais après, Oui, c'est ça le sport aussi. Le sport, c'est des milliards. Il y a des milliards en jeu, et quand il y a des milliards en jeu, ça attire le pouvoir aussi. Donc forcément, il y a... Maintenant, Macron, c'est pas très bien débrouillé, puisque c'est pas bien passé. D'un point de vue purement communicationnel, c'est pas du tout bien passé d'être allé sur place, d'y être retourné, d'avoir embrassé Mbappé qui était en train de pleurer. Je veux dire, ça passe mal. Mais on y allait. Tout le monde y allait. Tout le monde est allé à la Coupe du Monde. Donc, oui, effectivement, il y a des problèmes, mais à mon avis, d'un point de vue communicationnel, c'était problématique. C'était problématique parce que c'est celui qui y allait le plus et celui qui s'est le plus investi dans cette Coupe du Monde. Maintenant, après, c'est vrai que dès qu'il y a des milliards, il y a beaucoup de questions à poser. l'écologie, c'est pas son truc, très clairement. Moi, j'ai porté ce t-shirt un peu par provocation, parce que There is no Planet B, c'était une des expressions de Macron, en fait. Et j'ai acheté ça dans une boutique écolo dans le 16e, ce qui est encore plus rigolo. Et oui, ils ont imprimé. Et on m'a dit, après, c'est du Macron, parce que je pensais que c'était du Greta Thunberg ou un truc comme ça. Et non, c'est du Macron. Et Macron a dit ça, mais en fait, il s'en fout. C'est pas du tout structurant chez lui. Et entre toucher la majorité des Français, l'immense majorité qui vont le voir faire un câlin à Mbappé ou essayer de parler à Greta Thunberg, qui rassemble toute mouillée 10%, quoi, tu vois, des électeurs, ils préfèrent parler aux mecs qui aiment le foot, quoi, ou aux filles. Enfin, d'ailleurs, c'est juste un calcul purement rationnel. Après, il est excessivement théâtral. Le problème qu'il a, c'est qu'on a des dizaines de photos où il y a les émirs du Golfe qui sont derrière en train de le regarder s'agiter, qui ne comprennent pas du tout ce qu'il est en train de faire. Il est comme ça, enfin tu vois, il est vraiment, c'est le meilleur moment de sa vie, quoi. Et quand il va voir Mbappé qui lui fait des câlins et qu'Mbappé lui dit c'est un enterrement, là, c'est peut-être pas le moment de m'embrasser, on se connaît pas si bien que ça. Et lui ne voit pas la limite. Et là, il a un désastre en termes de RP parce que les gens ne lui reprochent pas d'être allé à Doha parce que voilà, ils ne sont pas une conscience écolo, encore une fois, forcément poussée. C'est très compliqué l'écologie en France. On en a fait un produit de luxe, on en a fait un produit de répression, un outil de répression, mais on n'en a pas fait une cause désirable. Donc à partir de là, c'est foutu. Et lui, on lui reproche par contre d'être allé voir Mbappé. Et tout le monde a vu les photos avec Mbappé qui étaient excessivement embarrassantes. Donc il a perdu la bataille des RP, mais sur les câlins à Mbappé, plus que sur le fait d'aller voir Doha. Voilà. Et on n'est pas, encore une fois, on est dans une quasi-monarchie, donc personne ne lui reproche d'avoir dépensé 300 millions pour y aller. Alors on va prendre peut-être une dernière question, parce que l'heure avance, effectivement. Donc, oui. Oui, une question. Moi, dans l'histoire de Macron et le deuxième mandat, et surtout la fin du premier mandat, il y a quelque chose qui me frappe. C'est qu'effectivement, il a provoqué ou accompagné, mais largement provoqué une recomposition du paysage politique français. Mais moi, je trouve qu'il n'a rien construit. Il a strictement rien construit. À part sa personne et autour de lui, et au point qu'ils ont changé de nom et se sont appelés Renaissance, comme si c'était mort, alors qu'ils ont gagné l'élection.
Et voilà, je voulais juste savoir si vous partagez ce constat et comment ça peut s'expliquer. Est-ce que c'est consubstantiel à son absence d'idéologie, ou en quoi est-ce qu'il a échoué, ou est-ce qu'il n'a pas essayé? Parce que voilà, son parti quasiment n'existe pas. C'est la destruction créatrice. La meilleure réponse, c'est peut-être Nicolas qui peut l'apporter, parce que c'est une question de branding, Nicolas, je crois. Oui, tout à fait. C'est une marque, en fait. C'est la renaissance. C'est la renaissance de la marque. Mais on est dans la logique entrepreneuriale du très Schumpeter, hein, la destruction créatrice. En fait, on détruit ce qu'on vient de mettre en place et on recommence. Et d'ailleurs, il l'a dit durant la campagne, qu'il allait probablement devoir changer un peu les règles du jeu, la manière de prendre des décisions. Donc, c'était une promesse de l'entre-deux tours. On peut peut-être pas décider de la même manière qu'auparavant. Donc, c'est cette idée que finalement, il faut constamment réinventer. Parce qu'il a, je pense, conscience, comme toutes les marques d'ailleurs, qu'il y a un phénomène d'obsolescence, c'est-à-dire que les marques politiques, elles sont limitées dans le temps. Il faut constamment finalement se réinventer, et ça vaut pour lui, mais ça vaut davantage pour lui probablement que pour son mouvement politique, dans lequel il n'a pas, effectivement, je te rejoins, beaucoup investi. Mais toi, je pense que tu as un autre angle par rapport à ça, justement, c'est cette notion de renaissance. Oui, surtout, je pense que ce qui est important ici, c'est donc qu'est-ce qu'il a construit vraiment. C'est une excellente question, parce que on peut se dire, voilà, il a pas réussi à construire un mouvement, son parti finalement, après Macron, il n'y aura plus grand-chose. Mais au niveau idéologique, il a changé les choses. Donc justement, est-ce qu'on va revenir en arrière sur la sécurité? Est-ce qu'on va revenir en arrière sur le mérite? Est-ce qu'on va revenir en arrière sur l'espoir? Je ne crois pas. Donc il a changé la manière dont la société française il a changé la manière dont la société française se positionne par rapport à ces questions idéologiques importantes. Et ça, ce sera the Macron Legacy. Voilà, c'est mon prochain bouquin d'ailleurs. Ça va être. Il a changé la droite. Et même si la droite ne survit pas, même si la droite macroniste ne survit pas, la droite d'après Macron sera plus la même que la droite d'avant Macron. Et donc ça c'est inévitable pour moi. Il a déjà changé quelque chose. Donc il a construit quelque chose pour l'avenir. Alors ce ne sera pas la 6e République, ce sera pas forcément un parti qui va survivre à Macron, mais il a changé la manière dont la population française se positionne par rapport à certaines idées. Et finalement, la droite, la France est beaucoup plus libérale, sera beaucoup plus libérale en 27 qu'en 17. Et c'est ça the Macron Legacy. Je pense qu'il a tenté une expérience d'extrême centralisation du pouvoir. Un point où il a, pendant le Covid, géré par conseil de défense, c'est-à-dire des conseils totalement secrets, où il était environné des gens qui voulaient vraiment être avec lui. Il gouverne sans corps intermédiaires. Je pense qu'il a poussé la logique de la Ve République vraiment le plus loin qu'on pouvait. Donc la question, c'est est-ce qu'on bascule après dans un régime personnel, ou est-ce qu'on reste dans des structures relativement démocratiques? Mais il est allé jusqu'au bout. Alors il a testé l'élasticité du régime. Après, je ne sais pas s'il a rien construit. Il a permis à l'élite française d'aller vers la droite d'une manière relativement décomplexée, et vers le néolibéralisme, comme tu disais, vers une forme de globalisation et d'acceptation de la globalisation qui n'était pas évidente. Et je pense que la France va mieux accepter la globalisation maintenant. Et il est possible qu'on aille vers un modèle britannique, c'est-à-dire effectivement privatisation des retraites, etc., et que finalement on l'accepte d'une certaine façon. Il y a beaucoup de choses qui vont se jouer dans les prochaines années, et qu'on l'accepte par lassitude aussi, puisque lui il dit simplement vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous. Ce qui est très difficile à combattre, encore une fois. C'est-à-dire qu'Elisabeth Borne vous dit vous n'êtes pas d'accord, j'entends, mais je m'en fous. Donc, qu'est-ce que vous voulez répondre à un leader qui vous dit exactement ça? C'est très compliqué. Et les outils techniques de la Ve République lui permettent de s'en foutre. Ce qui est, voilà. Même avec une majorité relative. Et au besoin, il choisit des majorités comme il a envie. Donc il y a toujours des gens à acheter, plus ou moins. Donc il est en train de tester un peu les limites. Et je pense qu'il s'il a une legacy, ce sera l'homme qui aura introduit la France dans ce mouvement vers la globalisation, vers le néolibéralisme, d'une manière fracassante et assez flamboyante, parce que c'est son style. Après, est-ce qu'il aura une autre? Est-ce que c'est ce qu'il a envie de laisser dans l'histoire? Je pense absolument pas que ce soit ça. Je pense que lui se rêve comme le héros de la France. Et je pense qu'il aimerait que la France fasse dans les livres d'histoire Zelensky, Macron, Greta Thunberg, voilà, comme autrefois il y avait Gandhi, Einstein et De Gaulle.
Et je pense qu'il se voit comme ça. Et je pense que Zelensky le contrarie beaucoup à ce niveau-là. Mais on est aujourd'hui dans l'ère des leaders globaux et je pense qu'il, lui, il aimerait avoir cette image-là. Mais je pense qu'il aura plus probablement l'autre image. Alors, on va arriver au bout de cette masterclass, mais je te donne bien sûr la possibilité de réagir et peut-être avec un mot de conclusion éventuellement sur un peu les échanges qu'on a eus ce soir par rapport justement à cette figure, à cet héritage personnel, pour le coup, hein, du personnage Macron dans les livres d'histoire, puisque c'est l'histoire des idées qui t'intéresse. Est-ce qu'on va retenir l'histoire des idées du macronisme ou finalement c'est une séquence qui va se refermer suite à la normalité de Hollande? On a eu cette phase d'une certaine manière d'hystérisation ou d'une super personnalisation, d'hyper présidentialisation. Ou voilà, est-ce qu'il va laisser une trace dans les livres? Est-ce que dans 10 ans, tu enseigneras le macronisme à tes étudiants? Oui, à mon avis, oui, bien sûr. Comme on enseigne encore le blairisme aux étudiants en ce moment, Blair a profondément changé la société britannique et Macron a profondément changé la société française. On le sait déjà, ça fait 6 ans, mais on en a encore 4. Donc en 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Alors un aspect, on parle de Zelensky en particulier, mais un aspect du régime musclé, puisque j'en parle un peu dans le livre, c'est cette analogie d'aller à la salle de sport en fait pour faire son régime et de sortir bien musclé. C'est le modèle de Macron, hein. Donc il a quand même dépensé énormément d'argent pour la sécurité. Donc on a embauché des policiers, on les paye mieux, on paye mieux les gendarmes, on a acheté des armes, on a acheté des LBD, on a acheté des grenades, des encerclements, etc., etc. Et on investit énormément, il vient de l'annoncer il y a quelques semaines, aussi dans l'aspect militaire. Donc ça, pour moi, c'est encore la grosse inconnue, hein. On n'a pas encore vu ce que Macron voulait faire sur la scène internationale. On a quelques idées. Bon, il y a eu le retrait du Mali, mais le retrait du Mali, c'était par nécessité, hein. C'est pas Macron vraiment qui... il le voulait, je pense, parce que ça l'embêtait d'être au Mali, hein. Mais il n'est pas vraiment parti du Mali par conviction ou parce qu'il s'est dit que c'était une mauvaise idée d'y aller. Non, on a été mis dehors par les Russes. Voilà, les Maliens ont dit, bon, on vous dégagez, on a les Russes maintenant. Donc... Effectivement, il s'est fait battre à son propre jeu. Là, il n'est pas sorti à temps. Il aurait pu sortir un peu plus tôt du Mali. Il l'a pas fait, et du coup, c'était pas une sortie très digne. Et on voit que là, il essaye de reprendre le dessus sur la scène internationale. Et pour moi, c'est très clair que si on suit son idéologie et ce qu'il nous a dit, hein, c'est qu'il veut booster les fonctions régaliennes de l'État. Donc ça inclut l'aspect militaire. Et vu qu'on augmente le budget militaire de manière quand même assez astronomique, pour moi, c'est la grosse question du futur, en fait, et je n'ai pas vraiment de réponse. Mais qu'est-ce qui va se passer si la France reprend à son compte une politique peut-être plus gaulliste ou peut-être plus interventionniste? On ne sait pas. À mon avis, ce sera moins du gaullisme, mais ce sera plus dans l'interventionnisme à la Blair. Donc, si on était prêt à repartir en guerre, comme on l'a fait en 2003 en Grande-Bretagne avec l'Irak, à mon avis, Macron, il partirait. Voilà, il serait prêt à partir. Si on devait envoyer des troupes françaises à l'international, où que ce soit, peut-être pas en Ukraine, mais peut-être autre part, Macron, il partirait. Parce que c'est dans son idéologie de construire ces fonctions régaliennes de l'État et de construire une sécurité. Et ça pourrait être un désastre, à mon avis. Donc ça pourrait aussi être la legacy de Macron, ça pourrait être donc une guerre dans ces 4 prochaines années. On va voir. On n'en sait rien. Mais on peut aussi avoir un Chirac bis, c'est-à-dire un type qu'on a élu, on ne sait pas bien pourquoi, il était là pendant 10 ans, et puis après on passe à autre chose, quoi. C'est moins la popularité qu'avait Chirac, parce que Chirac était populaire parce qu'il assumait beaucoup plus son rapport aux gens, probablement il en avait un peu plus fort, mais le truc c'est qu'il peut aussi ne rien se passer. On peut aller vers un Édouard Philippe et on se dira mais pourquoi on a passé 10 ans avec Macron? Il y a pas, le problème qu'il a, c'est qu'il n'a pas de réforme forte à laisser derrière lui, en fait. Si vous demandez même à un macroniste, ils sont très embêtés par cette question, mais si vous leur demandez mais
Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans? Vous retenez quoi? Il y a très peu de choses qu'on peut vraiment retenir. Il y a des mesures pour les mères célibataires que moi j'ai retenues à titre personnel parce que ça me parle. Il y a des mesures sur, je sais pas, moi, les violences faites aux femmes. Il y en a quelques-unes, mais même ça a beaucoup déçu. Donc il n'y a pas vraiment de, c'est pas, il se comparait beaucoup à Mitterrand, tu vois, quand il est arrivé au pouvoir. Vraiment beaucoup à Mitterrand, il surjouait même là, et il n'y a pas le même type de mesures historiques. Je pense que c'est pour ça qu'il s'accroche aux retraites, un peu comme à une bouée, mais il n'y a pas le même, il n'y a pas les mêmes impacts, quoi. Et ça, il l'a pas fait, et c'est assez incompréhensible. Parce qu'avec la majorité dont il disposait, c'est un peu comme Hollande, quoi. C'est des types qui avaient un pouvoir assez considérable. Et tu te demandes toujours, 5 ans après, mais pourquoi ils en ont rien fait quasiment, quoi. Oui, pour être élu, probablement, ouais. Mais lui, il avait quand même un souci de sa personne au plan historique qui faisait qu'on se disait qu'il allait quand même faire des choses, quoi. Tu vois. Voilà, en tout cas sur ces notes extrêmement positives, une guerre ou effectivement non, mais c'est du pas chiracisme bis. Eh bien, je pense qu'il est temps de clôturer cette masterclass et de remercier donc Charles de Velaine et Philippe Moreau-Chevrolet pour leur présence et leur participation à ce débat. Très éclairé, très éclairant, et bien sûr à vous pour vos questions, vos réactions et votre patience aussi, puisqu'on a un petit peu dépassé l'heure. Et on espère bien sûr vous donner rendez-vous bientôt pour d'autres masterclass. On voulait également remercier la technique, Sébastien, John et Martine, Baptiste pour l'aide pour organiser cette masterclass. Et bien sûr, on aura la possibilité aussi de vous envoyer plus d'informations, des liens pour éventuellement partager, puisque cette masterclass a été enregistrée. On ne vous l'avait pas dit avant, mais désolé. Donc c'est là pour l'éternité, en tout cas, c'est à vie. Et donc je vous souhaite une bonne soirée, et on se retrouve, j'espère, bientôt pour une autre discussion passionnante. Merci beaucoup.